Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames les élus, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs du monde agricole, je suis heureux et fier de vous accueillir aujourd'hui. Heureux parce que je connais bon nombre d'entre vous et parce que je vois que vous avez répondu nombreux à notre invitation. Ce qui signifie que les sujets dont nous avons la charge intéressent et mobilisent. Fier, parce que nous allons débattre et que je pense qu'en organisant ce type de rencontre, nous jouons pleinement le rôle qui nous est confié au travers de l'Agence Bio. Nous avons voulu, en ce jour, discuter avec les parties prenantes dont la légitimité est incontestable. Certains sont des témoins, d'autres plus directement des acteurs. Chacune et chacun d'entre vous détenez une partie de la solution. Rien ne se fera sans que chacun s'associe à cette volonté de faire progresser l'agriculture biologique. Comme vous le savez, l'Agence Bio a 3 grandes missions. La première, informer le grand public sur le développement de l'agriculture biologique et ses règles et l'intérêt de ceux-ci. La seconde, produire et diffuser toutes les données statistiques de ce secteur, de la production au marché jusqu'à l'agroalimentaire. La troisième, développer des filières 100% bio françaises dans les territoires en finançant des projets partenariaux regroupant agriculteurs, transformateurs et distributeurs de produits bio. Une fois ceci posé, chacun comprend que nous sommes particulièrement attachés à analyser, comprendre, anticiper les tendances en cours concernant l'agriculture biologique. Elles sont aujourd'hui positives et je m'en félicite. Je nous en félicite. Je ne souhaite pas préempter des débats qui seront les nôtres, ni même conclure avant que ceux-ci aient été engagés. Mais en ouverture de nos travaux, je dois constater avec plaisir que le bio avance dans les têtes, dans les cœurs et dans nos territoires. Nos dernières études confirment que la société veut du bio. En effet, 3/4 de nos concitoyens déclarent, au travers de la dernière étude CSA Agence Bio, vouloir plus de bio dans les collectivités, plus de bio dans les cantines, plus de bio aussi de leur environnement. On peut aussi remarquer que plus de bio fait aussi 40 000 agriculteurs sont aujourd'hui en bio en France, soit 9% des fermes françaises, ce qui représente 12% de l'emploi agricole direct. Si l'agriculture bio progresse ainsi, c'est que plus qu'une simple manière de produire, l'agriculture bio est aussi porteuse de valeurs, créatrice de sens. Dans un monde où la dimension collective est souvent battue en brèche par l'individualisme, consommer bio, c'est souvent rétablir un rapport entre le souci de soi et le souci du monde. Nous allons dans un instant précisément discuter ensemble du socle des valeurs véhiculées par l'agriculture biologique. Sachez que l'Agence Bio ne se positionne pas en gardienne du temple, mais plutôt en éclaireuse de l'avenir. Particulièrement attachée à ce que l'avancée de la prise de conscience des enjeux du bio se déroule sans laisser quiconque sur le bord de la route. Je ne souhaite pas être plus bavard pour mieux vous donner l'occasion d'être disert. C'est votre parole qui est précieuse, votre attention qui nous préoccupe et votre mobilisation que nous voulons solliciter. Bonne journée et d'avance merci pour votre engagement dans la dynamique de ces débats. À tous, merci. Je laisse maintenant la parole à M. Frédéric Denré, qui a la charge, mais aussi le plaisir, j'en suis sûr, d'animer cette journée.
Oui, merci. Merci beaucoup, Frédéric Denré. Pour une fois, on n'a pas écorché mon nom en début d'animation de débat. C'est un drame que je vis personnellement depuis 48 ans. Tout le monde écorche mon nom. Chez Biolay, on ne l'écorche pas. Le monde du bio est souriant, sympathique. Merci, c'est uniquement pour ça que je suis. Voilà, parce que... Mais non, vous ne l'avez pas écorché. Mais non, très bien. Merci, mais c'est rare. C'est juste ça que je veux dire. C'est rare, donc je suis content. L'autre jour, à l'IRD et au GIEC, on a écorché mon nom. J'étais très fâché. Mais tout s'est bien passé finalement. Bonjour à tous. Donc Frédéric Denré, journaliste et écrivain. J'ai commis quelques livres sur le sujet. Je suis régulièrement sur France Inter le samedi dans CO2 Mon Amour, où on parle beaucoup de ce sujet qui se développe, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, je suis ravi d'être là, parce que j'y suis souvent, 2, parce que, oui, il m'arrive de manger bio quand même, et puis 3, le monde du bio est un des rares mondes où on se pose les bonnes questions sur soi-même, sans se réfugier dans des non-dits ou dans des postures dogmatiques. J'ai vu ça, par exemple, chez Biolay en début d'année. Voilà, le bio a le vent en poupe, mais ne faut-il pas s'interroger sur les valeurs qu'il véhicule, de façon à ce que cette victoire qui semble poindre son nez ne soit pas une victoire à la Pyrrhus. On va voir ça tout à l'heure. Et le bio s'inscrit dans un... comment dirais-je, dans un changement de société, dans des tendances lourdes vers un changement dans une défiance alimentaire générale à laquelle le bio répond, le bio en soi et le bio avec tout ce qu'il y a derrière en termes de changement d'itinéraire dans l'agriculture, en termes de changement de modèle alimentaire, de régime alimentaire, en termes de peut-être de vision du monde. Et c'est de cela dont on va parler tout de suite avec Olivier De Schutter. J'espère ne pas avoir écorché votre nom. Où êtes-vous? C'est De Schutter ou De Scuter? Je ne sais plus. De Scuter. Voilà, j'ai écorché votre nom. Je suis malin. C'est à vous. Vous êtes coprésident ou vice-président de l'IPEACE Food. C'est à vous. On vous écoute et ensuite une petite séance de questions. Merci. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup à Frédéric Denré pour son introduction. Et merci naturellement à Gérard Michaud et Florent Gould de leur invitation à dire quelques mots au début de cette journée importante. Je voudrais partir peut-être des travaux qui sont ceux de ce groupe d'experts, le panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables, que j'ai effectivement l'honneur de coprésider, et qui est un groupe de 28 experts de différentes régions du monde qui réfléchissent à l'avenir des systèmes alimentaires et élaborent des rapports, des propositions autour de la réforme des systèmes alimentaires qui permettent d'aller vers plus de durabilité. J'ai une présentation PowerPoint qui, je pense, va s'afficher, non? Voilà, c'est exactement... Et alors, on peut... Super, merci beaucoup, Frédéric. Oui, parfait. Voilà, donc ce groupe IPEACE Food a notamment travaillé depuis 3 ans sur la transition vers des systèmes agroécologiques diversifiés. Et par exemple, ce rapport de juin 2016 a tenté de prendre une perspective à 360 degrés sur les bénéfices de la transition vers l'agroécologie. À gauche, vous avez évidemment des sols qui sont fortement érodés, compactés par l'usage de grandes machines, salinisés en raison de mauvaises pratiques d'irrigation. Et à droite, vous avez des parcelles qui suivent les prescrits d'une agriculture diversifiée, reposant sur le contrôle biologique plutôt que sur les pesticides, sur des légumineuses et l'agroforesterie plutôt que sur des engrais de synthèse, et tentant de reconnaître la complexité de la nature pour faire de cette complexité un atout dans les pratiques agricoles plutôt que de réduire la nature à des éléments aussi simples que possible pour y laisser passer les machines, comme dans les monocultures en grande surface que nous connaissons et qui sont l'héritage de notre modèle productiviste. C'est amusant de voir un petit bonhomme s'insérer entre mes slides, mais c'est vrai que ça ne facilite pas nécessairement les choses pour la présentation. Alors, au fond, ce rapport tente aussi de montrer que dans cette évolution vers laquelle nous devons aller, et cette évolution, Gérard Michaud l'a rappelé, que beaucoup appellent aujourd'hui de leur vœu, quelle est la place de l'agriculture biologique? L'agriculture biologique, c'est en tout cas ce que je voudrais proposer à votre réflexion, est en train d'évoluer d'une lecture, je dirais, traditionnelle, classique, qui était à la base de cette idée, celle d'une agriculture durable qui fait un usage
modérée d'intrants et exclut certains intrants de synthèse, respectant par conséquent la qualité des sols et contribuant à la biodiversité. L'agriculture biologique, aujourd'hui, s'inscrit dans une démarche plus large, sociétale dans son ambition, vers des systèmes alimentaires durables et prend en compte de plus en plus dans la manière dont elle se diffuse des questions qui concernent la garantie d'une rémunération équitable pour les producteurs, d'un accès abordable pour les consommateurs et la volonté de plus en plus manifeste de reterritorialiser les systèmes agroalimentaires. Et je voudrais illustrer cela en comparant l'article 3 du règlement 343 de 2007 et l'article 4 du règlement 848 de 2018 qui se sont succédés à l'échelle de l'Union européenne pour définir l'agriculture biologique. En 2007, vous aviez des objectifs qui sont ambitieux, louables, qui reposent sur l'idée que l'agriculture biologique doit contribuer à la biodiversité, à la santé des sols et doit contribuer par conséquent au maintien des écosystèmes. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que l'agriculture biologique, voyez par exemple l'article 4I, doit recourir à un matériel phytogénétique varié, c'est-à-dire des semences paysannes, ou plus important encore, le F, favoriser les circuits courts de distribution et les productions locales dans les divers territoires de l'Union. L'agriculture biologique est donc beaucoup plus que des techniques agronomiques qui respectent les sols, qui respectent la santé des écosystèmes et qui évitent par conséquent de mettre en danger la santé des populations. L'agriculture biologique appartient d'une transformation d'ensemble vers des systèmes alimentaires plus durables dans toute une série de dimensions qui ne sont pas traditionnellement incluses dans ce que les gens comprennent comme agriculture biologique. Alors, ça impose évidemment une réflexion, un défi sur l'avenir de cette agriculture bio. J'ai l'impression que ce système ne fonctionne plus. Peut-être que je dois diriger ça vers vous, Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez? Non? Je pense qu'on est bloqué. C'est en haut que je dois dire cela. Ouais. La régie. Voilà, ça marche. Voilà. Et je voudrais, à partir de ce point de départ, évoquer trois opportunités et puis trois défis. D'abord, une opportunité. On a évoqué, effectivement, Gérard Michaud l'a dit, la croissance de la demande, mais cette demande n'est plus seulement pour des produits bio dans les assiettes, elle est aussi pour une transformation d'ensemble des systèmes agroalimentaires dans toutes ces dimensions de la durabilité que j'ai évoquées. Et puisque Gérard Michaud a évoqué un sondage récent, je peux évoquer un sondage qui date de mars 2017 sur un échantillon de 1000 personnes représentatives de la population française et qui montrait, chose tout de même assez remarquable, que 90% des personnes interrogées étaient tout à fait ou assez d'accord avec l'idée que le modèle agricole doit subir une réforme passant par une transition agricole et alimentaire, la mise en place d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement, produisant des aliments locaux plus sains et sûrs. Et donc, c'est un très fort consensus sur ces transitions agroalimentaires qui est reflété dans ce sondage. Le bio n'est pas le local. Le bio, au sens strict, n'inclut pas nécessairement toutes les dimensions des systèmes alimentaires durables, mais c'est à ces transitions plus ambitieuses que le public français appelle. 82% des Français et des Françaises se disent favorables à une réorientation des subventions vers une agriculture biologique et paysanne. C'est encore un signe tout à fait positif, et je sais que Ronan Levelli aura d'autres choses à dire sur les liens parfois ambigus entre le bio et le local qui, effectivement, parfois créent des tensions, supposent des choix qui ne sont pas toujours aisés à trancher. Alors, deuxième opportunité, c'est cette tendance à la reterritorialisation des systèmes agroalimentaires. La loi d'avenir sur l'alimentation, l'agriculture et les forêts d'octobre 2014 contient un article 68 sur les projets alimentaires territoriaux. Et ce sont des projets qui commencent à se développer dans les régions, associant collectivités locales, organisations de la société civile, instituts de recherche, organisations de producteurs évidemment, acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour définir à l'échelle des territoires une transition avec
cette dimension très intéressante de ces projets alimentaires territoriaux, qui est de lier l'évolution dans la production à l'évolution dans la consommation, lier l'offre à la demande. Ceci repose aussi sur des initiatives que, depuis des années, l'on a vu se développer, par exemple à travers le réseau très impressionnant des AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui se développent dans toutes les régions de France sous des formes variées, et une démarche de plus en plus suivie au sein des villes pour développer des politiques alimentaires urbaines. Ceci, c'est le palais municipal de Milan, en octobre 2015, quand le maire de la ville, Giuseppe Pisapia, a convoqué un ensemble de maires de différentes villes, de différentes régions du monde. Aujourd'hui, c'est plus de 150 villes qui ont joint le pacte de Milan sur les politiques alimentaires urbaines. Et ce pacte de Milan sur les politiques alimentaires urbaines est un réseau de villes où les maires des différentes villes échangent des bonnes pratiques pour créer à l'échelle du territoire métropolitain des systèmes agroalimentaires résilients, durables, favorisant l'accès à une alimentation de qualité pour tous et pour toutes, et respectant les principes à la fois de l'agroécologie, encourageant le développement de l'agriculture biologique et favorisant l'émergence de systèmes agroalimentaires à l'échelle locale. Et vous avez dans ce pacte de Milan une série d'engagements qui sont pris par ces maires, mais aussi un cadre d'action qui sont au fond une gamme de bonnes pratiques dont ils s'inspirent pour améliorer la qualité de l'alimentation dans les villes. Alors, ceci est évidemment très encourageant parce que cela encouragera à l'avenir les villes qui adhèrent à ce pacte de Milan à échanger de bonnes pratiques et notamment à relier les consommateurs urbains aux producteurs locaux du hinterland rural des villes, des ceintures vertes qui entourent les villes. Par exemple, comme l'a fait la ville de Toronto depuis 2010 avec sa stratégie alimentaire dont vous avez ici quelques illustrations, la ville de Toronto qui, par exemple, permet par des camions de maraîchers d'atteindre les quartiers les plus défavorisés de Toronto pour que la population là ait accès à des produits de qualité produits localement. Des locaux publics, notamment des gares, sont mis à disposition des maraîchers locaux et les épiceries locales sont encouragées à avoir une gamme de produits frais de qualité sur leurs rayons pour sortir de ce que les anglophones appellent les déserts alimentaires qui affectent notamment beaucoup de régions d'Amérique du Nord. Alors, troisième opportunité, c'est la tentative aujourd'hui très forte dans beaucoup de secteurs de la société de se réapproprier les systèmes agroalimentaires. Et j'entends par là la demande, la revendication d'une démocratisation des systèmes alimentaires et l'installation dans un nombre croissant de villes de conseils de politique alimentaire. Ceci, c'est un exemple d'Angleterre, de la ville de Cork. Les conseils de politique alimentaire sont parfois créés à l'initiative des municipalités pour recueillir l'avis des parties prenantes et de la population sur ce qu'il faudrait entamer comme réforme pour aller vers des systèmes agroalimentaires durables. Et parfois, ce sont des hommes et des femmes ordinaires qui se réunissent avec des organisations paysannes, avec des directions d'école, avec des parents d'élèves et des petits producteurs locaux pour faire des propositions aux municipalités que celles-ci vont pouvoir utiliser pour développer des plans d'action à l'échelle locale. Et cette démocratie alimentaire, elle est extrêmement importante parce que dans notre travail chez I-Pes Food, nous sommes arrivés à la conclusion que si l'on n'osait pas parler des questions politiques, la question de savoir qui prend les décisions, au nom de quels intérêts, sur base de quelles informations, sur base de quel cadrage du problème, on allait échouer à faire réussir la transition vers des systèmes alimentaires durables et notamment vers la transition vers l'agroécologie, l'agriculture biologique. Et pour illustrer cette difficulté, je vous propose ce schéma qui est plus compliqué qu'il n'y paraît et qui veut mettre l'accent simplement sur le fait que la manière qui est moins compliqué qu'il n'y paraît, parce qu'il a l'air compliqué, mais en fait c'est très simple. Il faut partir du constat qu'aujourd'hui, le défi des systèmes agroalimentaires
est généralement présenté comme un défi d'ordre quantitatif ou productiviste. Il faut, nous dit-on, compte tenu de la croissance démographique encore forte dans certaines régions et de la croissance de la demande, il faut nourrir le monde, booster la production. Voyez encore les derniers documents de la Commission européenne sur la réforme de la politique agricole commune. Vous avez encore une insistance sur la responsabilité de l'Europe de nourrir le monde. Or, cette manière de présenter le problème, c'est au fond une manière de présenter le problème qui est favorisée par les grands distributeurs, par les grandes firmes de l'agroalimentaire, qui sont les champions du système productiviste dominant. C'est un discours favorisé par l'agro-industrie qui produit des intrants pour l'agriculture conventionnelle. Et malheureusement, c'est ce discours que les décideurs politiques très souvent endossent, ce qui explique que leur priorité va être très souvent d'augmenter la production mondiale de calories, quelle que soit la qualité de l'alimentation et les impacts en termes de nutrition, et ils vont par conséquent privilégier des recherches sur les variétés végétales, les cultures qui sont les plus réactives aux intrants et qui vont réduire par conséquent la biodiversité. C'est vrai en matière d'agriculture comme en matière d'élevage plus particulièrement. Et donc, les investissements en recherche et développement vont vers ces cultures réactives aux intrants. Ce sont les grands exploitants qui peuvent réaliser des économies d'échelle, qui peuvent produire des grands volumes pour les marchés mondiaux qui seront favorisés. Ce sont en effet eux qui sont les plus populaires fournisseurs, partenaires de l'industrie de transformation agroalimentaire, alors que les petits agriculteurs, les petits exploitants, eux, sont amenés à s'agrandir ou disparaître. Et les subventions, le système de subventions qui est mis en place, encourage ces petits exploitants à se faire plus grands, ce qui d'ailleurs se traduit par une concentration agraire de plus en plus forte et une spéculation sur le foncier dont vous êtes évidemment familier. Et donc, au cœur de ce schéma, il y a une certaine manière de se représenter la question des défis que l'agriculture et l'alimentation doivent rencontrer, une certaine manière pour les pouvoirs politiques d'être attentifs aux attentes des grands acteurs dominants du système, et on a une sorte de complicité ou d'interrelation entre ces différents éléments du système dominant, des choix technologiques, des investissements en matière de recherche et de développement, en matière de mécanisation, qui servent les intérêts des grands acteurs champions de l'économie alimentaire low cost. Ces grands acteurs sont des acteurs qui fournissent au marché des produits alimentaires, notamment transformés, ultra transformés, qui satisfont à nos modes de vie de plus en plus pressés et soucieux, au fond, d'aller vers davantage de commodité parce qu'on n'a plus le temps de choisir ses aliments et même de cuisiner. Et finalement, ce sont ces grands acteurs qui parviennent à capter les choix politiques, étant donné qu'ils se prétendent détenteurs des solutions pour l'avenir. Et puisque je viens d'évoquer nos modes de consommation, je voudrais effectivement souligner que dans ce système dont nous héritons, dont nous cherchons à sortir, les modes de consommation, les modes de vie que nous avons développés autour de l'alimentation jouent un rôle tout à fait décisif. C'est parce que nous avons moins de temps à consacrer à choisir avec soin nos aliments, que nous consacrons moins de temps à cuisiner, que les familles sont de plus en plus réduites en taille, avec des horaires de plus en plus différents et des régimes alimentaires différents selon les membres de la famille, qui expliquent qu'on cuisine beaucoup moins de produits frais chez soi. Et ceci explique en retour le succès des produits transformés, fortement transformés, que l'industrie de transformation agroalimentaire propose dans les rayons des supermarchés. Et donc, il y a quelque chose de systémique, de sociétal dans ce défi qui va bien au-delà d'un défi simplement agronomique ou même environnemental. Alors, 3 défis pour répondre à ces opportunités. Quels sont les obstacles qui me semblent aujourd'hui prioritaires pour que l'on puisse véritablement saisir à pleine main ces opportunités que Gérard Michaud notamment a évoquées? D'abord, il y a évidemment le défi de l'offre. Dans beaucoup de régions, la demande en bio qui croît à 2 chiffres chaque année, et il faut évidemment s'en réjouir, rencontre un facteur limitant, c'est que l'offre, et notamment l'offre de produits bio produits localement, est insuffisante à répondre à cette croissance très rapide de la demande. Quand je parle d'offre, je veux parler évidemment de l'offre de produits bio-certifiés, mais le même constat serait vrai si on parlait des produits de l'agriculture paysanne ou des produits de l'agriculture
à forte valeur environnementale telle qu'elle est décrite dans la récente loi issue des États généraux de l'alimentation chez vous. Et je voudrais souligner qu'il s'agit ici d'un défi auquel différentes réponses peuvent être apportées, qui suscitent beaucoup de débats dans un pays comme le mien, la Belgique. Je vous donne, par exemple, pour nourrir cette réflexion, à réfléchir le contraste entre deux manières qu'on a développées en Belgique pour favoriser l'accès à une alimentation de qualité, notamment à des produits bio en Belgique. D'abord, dans la province de Liège, qui est ici, nous avons un service provincial extrêmement actif qui a négocié une convention avec les magasins Carrefour pour que Carrefour propose dans ses rayons, et sans doute Carrefour fait-il la même chose en France, des produits locaux, produits selon les prescrits de l'agriculture raisonnée, durable, les terminologies varient. Et puis vous avez, et c'est l'autre modèle, concurrent avec le premier, une coopérative qui s'appelle Agricovert et qui est située à Gembloux ici, au sud du Brabant, et qui est une coopérative de producteurs qui réunit, si vous voulez, l'offre de différents petits producteurs locaux pour aboutir à un volume suffisant et avoir un pouvoir de négociation plus important sur les distributeurs, et qui prend en charge, au nom de ces producteurs, la commercialisation de leurs produits. Et donc, vous avez, si vous voulez, Agricovert à Gembloux, qui a un magasin de producteurs où les gens viennent s'achalander, et puis vous avez ces rayons de Carrefour où des produits sont proposés à la dégustation, à la vente, des produits locaux, dont Carrefour, évidemment, se présente alors comme le champion. Alors, certains disent, cette manière de diffuser le bio pervertit l'esprit du bio parce que, finalement, le bio se trouve récupéré par les grandes chaînes, et il vaudrait beaucoup mieux aller vers un contrôle de la chaîne agroalimentaire par les producteurs, comme dans le système de coopérative Agricovert. D'autres disent au contraire, non, les gens vont encore se fournir auprès des supermarchés. Il faut donner au bio la chance d'être davantage présent dans les rayons dominants de ces supermarchés, dans les circuits dominants de distribution. Et donc, il y a un véritable débat entre ces deux manières de permettre la montée en puissance du bio. Alors, évidemment, une grande opportunité, c'est aussi la restauration collective. Et comme vous le savez, c'est un véritable défi et sans doute le plus important aujourd'hui qu'affronte l'agriculture bio, qui est de savoir comment elle peut être davantage intégrée dans la restauration collective, notamment à travers le circuit des cantines scolaires. Alors, un exemple en Belgique, qui est un des rares exemples où des cantines scolaires se fournissent non pas seulement en produits bio, mais auprès de petits producteurs locaux qui sont certifiés en bio. C'est l'exemple de cette ASBL, ce qu'on appelle en France une association loi 1901, une ASBL Devenir à Marchin, près de Huy, qui réunit ou regroupe la production d'un certain nombre d'agriculteurs du coin, des petits producteurs maraîchers notamment, qui transforment ces aliments, les cuisinent pour 9 écoles dans leur environnement et qui fournit des repas chauds aux cantines scolaires de ces différentes écoles, parce que, comme vous le savez, beaucoup de cantines n'ont pas non plus éventuellement de cuisine ou de légumerie permettant de préparer les repas sur place à partir de produits frais qui leur seraient fournis. C'est la raison pour laquelle ils se replient sur les solutions de facilité que des groupes comme Sodexo proposent. Et donc, cette ASBL fournit ces écoles en liaison chaude. Ils amènent des repas chauds et avec des associations de parents, avec des volontaires dans l'école, ils distribuent ces repas. Ils reprennent la vaisselle sale ensuite, parce que c'est un autre obstacle que les cantines scolaires parfois rencontrent s'agissant de développer des repas de qualité pour les enfants. Et cette ASBL parvient à fournir une offre en 70% à bio, en 90% en produits issus de producteurs locaux, à des prix tout à fait concurrentiels. La matière première alimentaire, c'est un coût de 1,20 à 2,20 € par repas. Ce que les parents payent, c'est 3,80 €. C'est donc des prix tout à fait abordables. Et donc, il y a moyen, en regroupant ses forces, en développant ces mécanismes, si vous voulez, de
permettant de faire des économies d'échelle pour un grand nombre de cantines scolaires dans un même territoire, il y a moyen de surmonter ce problème de l'offre grâce à ces circuits de restauration collective. Alors, il y a aujourd'hui 3 pistes qui sont explorées et qui sont prometteuses pour que le bio puisse encore se développer. D'abord, je rappelle que dans le règlement 548-2018 qui définit aujourd'hui le label bio à l'échelle européenne, il y a une disposition intéressante sur la certification collective d'un certain nombre d'opérateurs économiques qui travaillent à proximité les uns des autres et qui sont des petits producteurs en bio, pour qui le coût de la certification et le poids des contrôles pourraient être un obstacle à l'acquisition du label. Je pense que c'est extrêmement prometteur que les petits producteurs puissent se regrouper pour obtenir cette certification collective. Il faut certainement s'en féliciter parce que cela encouragera la diffusion plus large de ce label et ça surmonte un obstacle majeur que beaucoup de producteurs peuvent ressentir. Deuxième atout que nous avons aujourd'hui, c'est que l'exemple de l'ASBL Devenir à Marchin est évidemment un exemple parmi beaucoup d'autres où on se rend compte que l'agriculture bio a besoin, pour se développer et pour répondre aux défis de l'offre, de voir la logistique de transport, de stockage et de transformation développer davantage au niveau local, pour éviter de devoir passer par les plus grandes entreprises de transformation, pour éviter d'être l'otage des grands groupes de distribution et de transformation agroalimentaire. Il faut développer des logistiques ou la logistique au niveau local, et c'est ce que l'on voit se développer de plus en plus avec des pouvoirs publics qui sont conscients de leur responsabilité de relier les producteurs aux consommateurs. Et puis, troisièmement, on a aujourd'hui pris conscience de manière beaucoup plus nette qu'il y a encore une dizaine d'années de l'obstacle que pouvait constituer pour les petits producteurs en particulier le système des marchés publics, notamment aujourd'hui régis au plan européen par la directive 2014-24, qui est la directive régissant les contrats publics dans l'Union européenne au-dessus d'un certain seuil, qui est, pour schématiser, de 124 000 € dans l'Union européenne. Les offres qui sont au-dessus de ce seuil doivent répondre à certaines conditions qui font parfois obstacle à ce que l'on favorise l'agriculture issue de l'agriculture paysanne, des producteurs locaux, même si des clauses environnementales, notamment faisant référence à l'agriculture biologique, sont autorisées. Et donc, il y a aujourd'hui une prise de conscience que le système à travers lequel les contrats publics, les marchés publics sont réglementés à l'échelle européenne fait parfois obstacle à la transition vers des systèmes alimentaires durables. Et c'est ce qui explique, par exemple, la démarche qu'a suivie en 2014 le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll dans le gouvernement Valls, qui a distribué cette brochure que vous connaissez et favorisé l'approvisionnement local et de qualité en restauration collective, qui en fait est une brochure qui explique comment contourner les règles ou plus précisément comment favoriser le développement de systèmes agroalimentaires locaux durables dans le respect des conditions qui paraissent parfois trop strictes de la réglementation sur les marchés publics. Et donc on est en train d'aller vers une série de démarches, d'initiatives, voici 3 d'entre elles, qui lèvent peu à peu les obstacles à ce que l'agriculture bio puisse se développer et finalement rejoindre cette demande des Françaises et des Français pour une agriculture paysanne et pour des systèmes agroalimentaires durables. Et enfin, troisième défi, mais en réalité je viens de l'aborder, c'est que ce qui se fait au plan local, au plan des territoires, dans les écoles, dans les villes, à travers ces conseils de politique alimentaire qui commencent à se développer, par exemple, ne pourra pas fonctionner si les autres niveaux de gouvernance ne viennent pas soutenir cette démarche pour une reterritorialisation et pour une transition vers l'agroécologie. Et c'est la raison pour laquelle, avec ce panel international d'experts pour les systèmes alimentaires durables IPES Food, nous avons lancé depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, une démarche qui se traduit par toute une série de séminaires, de conférences, de missions de terrain pour une politique alimentaire commune de l'Union européenne.
Nous avons évidemment une politique agricole commune depuis 1958, mais nous n'avons pas de politique alimentaire qui fasse une sorte de coupole entre les questions d'agriculture, les questions d'éducation, les questions d'environnement, de santé, de commerce, d'investissement. Et nous avons par conséquent toute une série d'incohérences au niveau européen, toute une série aussi d'occasions de synergie qui sont manquées. Et donc, nous appelons l'Union européenne pour les élections de mai 2019, les prochaines élections européennes, à se doter d'une stratégie intégrée pour une politique alimentaire qui fasse coïncider l'évolution dans les modes de production plus durables avec des modes de consommation plus durables et permette aux différents acteurs de systèmes alimentaires de s'inscrire dans cette évolution d'ensemble. Cette politique alimentaire commune ou politique alimentaire intégrée que nous appelons de nos voeux est une politique qui a été débattue aujourd'hui entre différents acteurs. Et ceci est par exemple quelques images que nous avons faites lors d'une réunion à Bruxelles les 29 et 30 mai dernier. 250 organisations de différents États membres de l'Union européenne étaient présentes à cette réunion. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on n'avait pas là simplement les représentants de la Confédération paysanne ou des organisations paysannes. On n'avait pas là simplement quelques groupes de défense des droits des consommateurs. On n'avait pas là simplement quelques représentants des municipalités, comme par exemple Montpellier pour la France. On avait là toute une série d'acteurs qui généralement ne travaillent pas ensemble parce qu'ils ont vu jusqu'à récemment leurs intérêts comme étant en tension les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, tous ces acteurs comprennent qu'ils ont un intérêt commun à demander que l'on réforme de manière fondamentale les systèmes agroalimentaires. Il y avait bien sûr des organisations paysannes, mais il y avait aussi des petites entreprises de transformation agroalimentaire, notamment de l'économie sociale et solidaire. Il y avait, c'est très important, des groupes de lutte contre la pauvreté, de type ATD Carmonde, Secours catholique, etc. Il y avait des organisations de défense de l'environnement, des ONG de défense de l'environnement. Il y avait des ONG s'occupant des rapports nord-sud, comprenant que le productivisme au nord a des impacts sur la possibilité pour les pays au sud de rebâtir des systèmes agroalimentaires locaux et de soutenir leurs propres paysans. Il y avait, par conséquent, toute une série d'acteurs qui comprennent que bien qu'ils abordent la question de la réforme des systèmes agroalimentaires à travers des prismes différents, santé du consommateur, revenus des producteurs, abordabilité de l'alimentation pour les familles pauvres, santé des sols, rapport nord-sud, ils ont un intérêt commun à demander qu'on ait une politique alimentaire intégrée au niveau de l'Union européenne. Et cet appel que nous lançons est un appel pour une politique qui enjambe les différentes politiques sectorielles qui aujourd'hui ne sont pas encore bien coordonnées entre elles au niveau de l'Union européenne. C'est un appel à ce que les expériences nationales de transition vers des systèmes alimentaires durables soient davantage soutenues par le niveau européen qui a eu tendance jusqu'à présent à homogénéiser, uniformiser, réglementer sans mettre l'accent sur l'importance d'avoir une diversité dans les territoires et de favoriser l'expérimentation locale. Notre appel est qu'on ait un plan de transition, parce que la transition ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut donc la planifier sur 5, 6 ou 10 ans, avec des indicateurs de progrès et des objectifs intermédiaires qui peuvent être mesurés par des indicateurs, si possible, quantitatifs. C'est un appel à ce que l'on reterritorialise des politiques plutôt que de poursuivre cette démarche sectorialisée qui a été la nôtre jusqu'à présent. Et c'est enfin un appel à ce que les décisions au sein de l'Union européenne aussi, qui concernent les systèmes agroalimentaires, se démocratisent. Et nous appelons par exemple à ce que se crée au niveau de l'Union européenne un Conseil européen de politique alimentaire. Je suis heureux d'ailleurs de dire que, de même que le Comité des régions a adopté en mars 2017 un avis sur cette question d'une politique alimentaire intégrée de l'Union européenne, à plusieurs reprises, le Comité économique et social européen, qui est un soutien très fort à notre démarche, a adopté des avis sur cette question et a notamment appelé à la création d'un Conseil de politique alimentaire à l'échelle de l'Union européenne. Le 7 février prochain, à Bruxelles, le Comité économique et social européen va réunir
une première conférence qui est peut-être l'embryon de ce Conseil de politique alimentaire de l'Union européenne pour que, pour la prochaine législature européenne, en 2019-2024, l'on soit en mesure de prendre des décisions qui ne seront plus simplement le résultat de l'influence que les lobbies peuvent exercer sur les décideurs européens, mais qui sera informée par l'intelligence qui vient des territoires, qui sera informée par la pluralité des points de vue que la société civile peut offrir, qui sera davantage transparente et démocratique. C'est en tout cas pour l'agriculture biologique et son avenir comme contribution à la transition vers des systèmes alimentaires durables, c'est en tout cas ce que je souhaite pour les années qui viennent, et je me réjouis que le Comité économique et social européen soit un partenaire de cette aventure. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je me réjouis de recevoir vos questions. Merci Olivier. Non seulement mon nom est parfaitement prononcé, mais en plus vous terminez avant l'heure. Cette maison est parfaite. Ça n'arrive jamais, ça, de terminer un PowerPoint avant l'heure. J'ai essayé de vous couper, j'arrive pas. En fait, je vous connaissais. Vous avez un tel débit et ça s'enchaîne tellement bien que c'est pas la peine. Puis de toute façon, mon micro était coupé, donc je ne pouvais rien faire d'autre que vous écouter. Dans ce que vous nous avez présenté, avant de passer la parole à la salle, on va plus loin que le bio. Quelle est la place du bio dans ce que vous souhaitez pour l'avenir? Le bio, c'est quoi? C'est une garantie, c'est un horizon, c'est quelque chose à suivre, c'est une fin en soi, c'est un idéal. Comment se place le bio dans cette révolution agroalimentaire finalement que vous prônez? Merci beaucoup Frédéric pour votre question qui est évidemment centrale. Je pourrais prendre comme point de départ peut-être la démarche qui a été suivie en France pour non seulement soutenir l'agriculture bio, par exemple dans la récente loi issue des États généraux de l'alimentation, mais pour aussi reconnaître que les systèmes agroalimentaires doivent poursuivre d'autres objectifs et que le bio étant l'idéal à l'horizon, il faut aussi favoriser une transition de producteurs qui ne peuvent pas tout de suite acquérir le certificat et être irréprochables dans leur pratique. Et par exemple, la loi française fait référence à cette agriculture à haute valeur environnementale, qui est une manière de dire qu'à côté du bio, il y a d'autres manières de progresser vers quelque chose de plus durable et qui peut être au fond un passage qui va permettre peu à peu de préparer le terrain pour une généralisation du bio. Donc il y a d'un côté ce rôle de phare que le bio joue, et puis d'un autre côté, le bio lui-même, j'ai tenté de le suggérer, c'est en tout cas l'intuition que j'ai, est en train d'évoluer pour faire droit à des attentes plus complexes qui ne sont pas simplement de ne pas être empoisonnés par les pesticides, mais qui sont aussi de ne pas avoir des productions bio qui ne respectent pas les droits des paysans, une rémunération digne des paysans notamment, qui ne favorisent pas la concentration agraire, qui permettent un accès à une alimentation de qualité abordable, y compris pour les ménages pauvres. Et donc le bio, extrêmement important dans le rôle pionnier qu'il a joué pour, au nom de l'environnement et de la protection de la santé des consommateurs, indiquer le cap à suivre, doit en même temps, je trouve, se complexifier pour répondre à ces attentes plus variées et plus difficiles à satisfaire du public aujourd'hui qui veut non seulement manger des choses saines qui respectent l'environnement, mais aussi participer à ces transitions vers des systèmes alimentaires durables. Est-ce que du coup ça implique de reformuler, de revoir la directive européenne et le cahier des charges sur le bio, qui ne sont vraiment restrictifs finalement que sur les pesticides et les OGM? Est-ce qu'il faut intégrer ça, ce côté paysan, territorial, la formation des prix, le respect des paysages, de la biodiversité? Est-ce qu'il faut l'intégrer, fixer des objectifs dans un cadre réglementaire, ou c'est pas suffisant, c'est pas nécessaire? Bon, je crois d'abord que le règlement récent, adopté en 2018, le règlement 548-2018 qui définit à l'échelle européenne la production biologique, va dans ce sens-là. La référence aux circuits locaux, la référence au territoire de l'Union, ce sont des références qui ne figuraient pas dans le règlement de 2007. Donc on va vers cela. Et je dirais, je dois presque poser mon micro pour utiliser mes mains. Je dirais que le bio
est en train de se transformer, comme ce règlement l'indique, pour rejoindre des attentes qui viennent d'ailleurs, vers le local, vers l'agriculture paysanne, une rémunération digne pour les producteurs. Et tout le défi, c'est au fond de ne pas perdre de vue, de ne pas sacrifier l'intégrité du bio dans cette, j'allais dire paradoxalement, cette conversion du bio qui est en fait une manière de se faire encore plus ambitieux en intégrant ces autres dimensions. Mais je pense qu'on va vers cela. Mesdames, Messieurs. Alors, il y avait monsieur à droite, ensuite il y avait monsieur là. Moi, j'avais déjà repéré quelqu'un. Pardon ? Ah, excuse-moi, Florent. Bonjour. Je vous demanderais juste de vous présenter. Bonjour. Oui, Laurent Terrasson, l'autre cuisine. Merci beaucoup, monsieur de Schutter, sans écorcher votre nom. Si, vous l'avez écorché. J'ai fait de ça, Schutter. Schutter, voilà. Donc, réformer le système alimentaire, je trouve ça très intéressant. Votre schéma était très, très intéressant. Il me fait peur aussi. Mais je voulais vous poser une question très concrète. Comment vous voyez l'avenir du coût de la matière alimentaire ? Est-ce que, en fait, est-ce qu'on tend vers une politique du prix bas ou une politique d'augmentation de la valeur de l'alimentation ? Je pense aux agriculteurs. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Peut-être un peu comme Michel-Édouard Leclerc, soit on voit un coût alimentaire très très bas ou voilà, je ne sais pas. Dites-moi. Par rapport à la GMS, je vois. Est-ce que manger coûtera de plus en plus cher, Olivier ? Alors, je ne suis pas Madame Irma qui lit sur une boule de cristal, donc je ne sais pas comment les choses vont évoluer à l'avenir, mais ce qui me paraît très clair aujourd'hui, c'est que on est au bout d'un système que j'appelle l'économie alimentaire low cost, où l'on a privilégié les solutions productivistes dans l'espoir que cela ferait baisser les prix pour rendre l'alimentation abordable, y compris pour les ménages les plus pauvres. Et c'est ce modèle qui, par exemple, explique une rémunération très faible des travailleurs agricoles, une rémunération très faible des producteurs qui, dans la très grande majorité des fermes de France et de l'Union européenne, ne survivraient pas un mois sans les subsides qui leur sont versés, qui notamment sont versés en fonction de la surface qu'ils ont à leur disposition. Cette politique de prix bas est une politique qui a été un substitut à des politiques sociales plus généreuses qui permettent à tous les ménages de s'alimenter avec des produits de qualité. Et je trouve cela inacceptable, même si politiquement c'est effectivement confortable de dire on ne va pas augmenter les salaires minima, on ne va pas augmenter le niveau des allocations de chômage, parce que de toute façon, les hypermarchés peuvent fournir des aliments à des prix très bas, abordables même pour les consommateurs pauvres. Et ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, des groupes comme ATD Quart Monde, comme le Secours catholique par exemple, ne disent plus les prix bas, c'est ce dont on a besoin. Ils sont conscients que ce sont les familles les plus pauvres qui sont les premières victimes de la malbouffe. C'est d'ailleurs là que se trouvent les taux d'obésité, de surpoids, les maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, cancers gastro-intestinaux qui s'y trouvent associés. C'est dans les familles les plus pauvres que ces fléaux sont les plus fréquents. Et donc, aujourd'hui, le défi, c'est de sortir de ce raisonnement de prix toujours plus bas comme solution à tous les maux. Alors, évidemment, cela pose la question de savoir comment les ménages pauvres vont aussi pouvoir être alimentés, avoir accès à une alimentation de qualité. Et là, je dirais, nous connaissons tous la réponse. Ça ne veut pas dire qu'elle est politiquement facile à faire passer, mais la réponse de principe, c'est qu'il faut que la concurrence entre les différentes formes d'agriculture soit enfin plus loyale, qu'on oblige vraiment à ce que les coûts sociaux et environnementaux de l'agriculture conventionnelle soient reflétés dans le prix de l'alimentation et payés par les consommateurs et non seulement par les contribuables. Et il faut récompenser l'agriculture biologique pour les services qu'elle rend à la collectivité. Oui, il faut, certes, c'est bien joli, mais comment on fait pour imposer ça ? C'est pour ça que la question de la démocratisation de la prise de décision, la question de la programmation d'une transition pluriannuelle, au lieu de prendre des décisions qui chaque fois sont dictées par les intérêts immédiats des lobbies les plus influents. C'est pour ça que ces questions de gouvernance par lesquelles j'ai terminé, en parlant de la nécessité d'un plan d'action pluriannuel, sont importantes. La transition vers une économie alimentaire qui ne soit plus low cost, mais qui récompense la qualité, finance la transition vers le bio, oblige
l'agriculture conventionnelle à internaliser les externalités négatives qu'elle cause, ces transitions, elles réclament un certain temps, elles réclament une adaptation aussi des comportements alimentaires. On pourrait parler longuement de la manière dont les comportements alimentaires sont différents selon les différentes classes sociales. Mais donc, cette transition mettra du temps, mais il faut que l'on ait conscience qu'il y a un horizon à poursuivre, que ça va mettre 5, 7, 10 ans, mais que si on se contente de gérer l'immédiat, on va rester enfermé dans ce modèle. Du coup, quel regard vous portez sur la loi agriculture et alimentation qui a été votée récemment, avec notamment ces articles qui imposent ou prétendent imposer une inversion de la formation des prix aux mains des organisations de producteurs? On va dans le bon sens, c'est pas suffisant. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, la loi, en France. Oui, j'ai suivi un peu ces débats, mais je n'ai pas été partie prenante à ces États généraux d'alimentation et la loi. Vous avez bien un regard là-dessus, non? Non, je crois simplement que le déséquilibre des rapports de force dans la chaîne agroalimentaire est généralement ignoré dans les débats publics, jusqu'à récemment, et la France fait exception, parce qu'en général, ce sont des débats qu'on n'a pas. Or, ce déséquilibre dans les rapports de force est une source de problèmes à bien des égards. Ça permet, en fait, à la grande distribution, qui est le maillon de la chaîne où la concentration est la plus forte, d'imposer ces conditions non seulement aux consommateurs qu'elle cherche à attirer, mais aussi en amont de la chaîne, aux fournisseurs, aux producteurs, qui ont un pouvoir de négociation beaucoup trop faible pour résister à ces pressions. Et par exemple, une part importante du gaspillage alimentaire extraordinaire dans nos systèmes, c'est les grands magasins. C'est les grands magasins et les contrats très biaisés qu'ils ont avec les fournisseurs. J'ajoute aussitôt que les propositions aujourd'hui de la Commission européenne sont très insuffisantes à répondre à ce défi et sont en fait en deçà de la loi française. Et c'est aussi ce qui explique cette difficulté à garantir aux producteurs une rémunération digne. Donc que la question du pouvoir de négociation dans les chaînes alimentaires soit enfin abordée en France me paraît effectivement une chose excellente. Oui, dans les centrales d'achat, il y a dans Michel-Édouard Leclerc qui promeut maintenant aujourd'hui un bio encore moins cher que le conventionnel et dont la centrale d'achat est enregistrée fiscalement à Bruxelles, chez vous en Belgique. Une question là-bas. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie et je suis belge justement, donc je travaille en région wallonne sur essayer de développer des filières. Je suis presque belge, vous savez. Je suis né dans le nord, pas loin de la frontière. Ah ouais, voilà. Donc je travaille en Belgique pour essayer de relocaliser des filières bio, justement, transparentes, équitables. Donc moi j'ai deux questions. Il y en a une, vous parlez de votre schéma qui démarre d'un constat ou d'un paradigme qui s'appelle nourrir le monde. Donc je me dis, finalement, si le démarrage de ce paradigme entraîne tous ces impacts, quelle est la nouvelle chose qu'on devrait soutenir? Donc c'est plus nourrir le monde finalement aussi à quoi on se raccroche au niveau de la vision de notre système alimentaire. Et une autre chose, c'est que vous parlez du constat d'évolution de la bio qui dit on va vers plus de relocalisation, de juste prix du producteur, etc. Moi, j'ai l'impression de vivre complètement le contraire dans la situation actuelle. Et donc, du coup, ça me fait peur, en fait. Et on a peur en région wallonne où on est très petit et où on sent cette concurrence de l'industrie se positionner très fortement et de façon très agressive sur le bio. Et donc, quels sont les signaux positifs? Et pour le moment, on ne les sent pas encore très bien. Donc, je veux bien aussi votre avis là-dessus. On va essayer de faire une réponse plus courte que la précédente. Donc, non, c'est deux questions très importantes. Je serai court, cependant. D'abord, nourrir le monde, c'est une manière héritée des années 60 et des craintes de pénurie de cette époque-là de définir le problème qu'on a affronté, est effectivement périmée. Et à la place, il nous faut dire, d'abord, il ne faut pas nourrir le monde, il faut que le monde puisse se nourrir, il faut que les régions puissent, autant que possible, produire pour elles-mêmes et satisfaire leurs besoins. Parce qu'aujourd'hui, la démarche productiviste, la mise en concurrence généralisée des producteurs du monde, ça signifie que des régions entières n'investissent plus dans la production locale, se spécialisent dans l'agro-export avec toute une série de conséquences, notamment agronomiques, mais aussi sur la santé des populations. Et ça, c'est le paradigme de la souveraineté alimentaire. Un gros mot encore dans beaucoup de conférences internationales, parce que vu comme autarcie, c'est pas ça la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est la capacité pour chaque région de définir son système alimentaire en fonction des besoins locaux. Donc ça, c'est le paradigme alternatif et ça met l'accent sur le bien-être, sur l'idée que les systèmes alimentaires doivent non seulement produire un nombre de calories permettant aux gens de tenir en vie, mais contribuer au bien-être et à la santé des populations. Deuxième question extrêmement importante qui a été posée, c'est celle du
du rapport entre le bio et le local, en fait. Et vous avez raison dans le constat, c'est-à-dire que comme la production bio locale, à défaut d'être suffisamment soutenue, parce qu'il faut une transition qui est difficile à faire pour les producteurs, n'arrive pas à répondre à la demande locale, le bio, de plus en plus, ne peut satisfaire cette croissance à 2 chiffres de la demande qu'avec des chaînes parfois longues et des circuits d'importation. Et c'est problématique parce que ça brouille l'image du bio auprès du public. Le public ne veut pas seulement ne pas être empoisonné par les pesticides et soutenir une agriculture durable. Le public veut aussi soutenir l'économie locale, soutenir les producteurs locaux, manger effectivement des produits de saison, etc. Et c'est une demande très complexe à laquelle aujourd'hui il faut répondre. Et je crois que le bio est un peu à la croisée des chemins. C'est à condition de s'adapter à cette nouvelle demande et donc à condition de favoriser des circuits qui permettent de fournir le public en bio local, que le bio pourra, je dirais, satisfaire cette attente du public qui est plus complexe que par le passé. Ça ne veut pas dire que c'est facile, effectivement, mais je crois qu'on va dans ce sens-là et la question de savoir si on ira assez vite par rapport à la croissance très forte de la demande. Les dessins sont de Yacine Haït Kassi qui se trouve juste derrière le pupitre. Mesdames, messieurs, vas-y, fais un signe de la main que tout le monde te voit. Merci pour lui. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, s'il vous plaît. Marc Dufumier, Commerce Équitable France. Ah oui, Marc. Pour assurer la transition dont on parle là, agroécologie, alimentaire et sanitaire, est-ce qu'on ne pourrait pas réorienter les subventions actuelles de la politique agricole commune, qui sont des subventions quand même accordées à l'hectare et favorisent l'agrandissement des fermes et l'agriculture à grande échelle? Est-ce qu'on ne pourrait pas définitivement dire non, on rémunère des services environnementaux? Donc pas seulement on va taxer les engrais azotés de synthèse, mais on va rémunérer. Il y a 3 axes possibles. C'est quand même la séquestration de carbone, la fabrication d'humus, la conservation des sols, ça me paraît décisif. Les légumineuses pour nous éviter les importations de soja transgénique, pour nous éviter les importations de gaz naturel russe, pour fabriquer des engrais azotés de synthèse, même très émetteurs de protoxyde d'azote, des infrastructures écologiques qui permettraient d'héberger les abeilles, les coccinelles, les carabes, les mésanges et autres. Je veux dire, il y a 3 axes possibles, ou alors par voie contractuelle, on dirait aux agriculteurs, écoutez, on vous rémunère les services environnementaux. Eh bien, je crois qu'on n'aurait pas des agriculteurs qui se sentiraient mendiants, qui vivraient de subventions, avec des éco-conditionnalités. On dit que c'est le contribuable qui paye, mais vous êtes responsable des algues vertes, et il y a de la trazine dans le robinet, ce qui est insupportable à entendre, je comprends, de la part des agriculteurs. On aurait des agriculteurs droits dans leurs bottes, fiers d'en faire un bon produit bio, fiers de répondre à des services environnementaux. Et les gens qui ne sont pas encore complètement bio, qui sont en transition, seraient rémunérés pour ce faire. Ceux qui font des produits bio seraient rémunérés pour le produit bio et pour les services environnementaux. Il y aurait une transition bien plus rapide si on y parvenait, ainsi par la voie contractuelle. Et génial, si les agriculteurs sont payés pour les services environnementaux, le produit bio, il peut être pas trop cher. Et du coup, ça rend aussi l'alimentation bio pour les couches modestes. Merci Marc. Débat récurrent que ceux des paiements pour services écologiques, puis cet effet pervers du paiement à l'hectare qui peut pousser à dessoucher les haies, à drainer des zones humides, à rompre les bandes enherbées. Oui, alors comme toujours avec Marc Dufumier, c'est un mélange de bon sens et d'indignation contenue. Merci beaucoup pour cette intervention. Je crois qu'effectivement, il est vraiment important de revoir la manière dont la politique agricole commune fonctionne en distribuant ces 58 milliards d'euros annuels quand même qu'elle représente, pour une large part en fonction de la surface dont on est responsable. Pas de la production que l'on a, mais des hectares cultivés. Une des conséquences de ce mécanisme des subsides tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est une spéculation foncière incroyable dans beaucoup de pays, y compris la France, mais la France est un peu protégée grâce au système des SAFER. Mais en Belgique, on a des hectares de terre arables qui valent 80 000 euros. En moyenne, ça doit être en Belgique autour de 35 000 à 40 000 euros. Et les jeunes agriculteurs, agricultrices qui veulent se lancer dans le métier ne peuvent pas, par conséquent, avoir accès à la terre. Pourquoi ? Parce qu'avoir des grandes surfaces, c'est une garantie de subsides qui tombent année après année en fonction de la surface que l'on arrive à capitaliser. C'est un vrai problème. Oui, en France, on en a quoi, 10 000 euros l'hectare en moyenne, 10-12 000 ? Très variable selon les régions. Mais moyenne, hein. Hors vignoble. Mais en France, vous avez un système dont moi je me fais
l'idéaliste porte-parole, qui est le système des SAFER, qui permet au fond, un droit de préemption des collectivités publiques pour que la terre soit transmise dans l'intérêt général, notamment d'une production durable par des producteurs locaux. Mais donc, je crois que le défi important pour l'avenir de la politique agricole commune, cela va être, après la réforme, qui est maintenant sur les rails, quoique l'accord politique ne se soit pas fait, mais chaque pays, comme vous le savez, va avoir adopté des plans stratégiques de mise en œuvre de la PAC. Et ces plans stratégiques vont être soit une occasion pour les pays de favoriser leurs propres producteurs dans un dumping environnemental à l'échelle de l'Union européenne qui sera très problématique. Au pire, ce sera une course vers le bas. Au mieux, cela peut être l'occasion d'un débat national dans chaque État membre de l'Union européenne sur le type d'agriculture que l'on veut favoriser. Et si ce débat est conduit de manière démocratique et transparente, il peut déboucher sur des choses intéressantes. Et j'encourage la Commission européenne qui va recevoir ces plans stratégiques et les évaluer et les valider, par exemple, à faire du passage progressif en bio dans les cantines scolaires une condition de recevabilité des plans qui lui seront soumis. C'est parfaitement possible pour la Commission européenne de dire cela. C'est parfaitement possible pour la Commission européenne de dire votre plan n'est pas assez ambitieux dans la transition vers le bio. Vous avez là un outil, les marchés publics, qui est sous-utilisé, par exemple. Et donc, moi, je suis, comme beaucoup d'ONG environnementales le sont, très craintif vis-à-vis du risque de dumping environnemental qui résulte de cette renationalisation de la PAC. Mais en même temps, je vois là une opportunité pourvu que ces plans stratégiques soient développés de manière démocratique, ouverte, transparente à l'échelle nationale. Messieurs, dames. Madame, bonjour. Bonjour. Oui, ça fonctionne, on vous entend bien. Madame Aubourmour, de la ville d'Alfortville, et je suis en charge de la restauration collective au niveau du territoire GPSEA, Grand Paris Sud-Est à venir. Moi, je veux témoigner sur la difficulté des élus au niveau de l'application de la loi alimentation au niveau de la restauration collective. Nous, au niveau de GPSEA qui fournit 3 communes, donc on est à 14 000 repas par jour. Quand je suis arrivée en 2014, donc, ma feuille de route, c'était vraiment de me battre contre le gaspillage parce que c'était des tonnes de nourriture qui allaient dans les bennes. Donc c'était aussi de me battre pour mettre l'alternative à tout ce qui est carné et d'aller vers les protéines végétales. Quand je dis me battre, c'est politiquement aussi au niveau des parents, d'expliquer aux parents, de communiquer aux parents qu'il est urgent de mettre moins dans l'assiette parce que c'est des menus qui sont constitués par des diététiciennes avec des pesages et justement, juste d'appliquer la réglementation. Donc, c'était pratiquement 3 ans de plaidoyer pour convaincre les parents. Après, quand on est passé à l'histoire de la viande, de proposer tout ce qui est alternative de protéines végétales, les gens, les parents, ils ne sont pas contents. D'un autre côté, tout ce qui est bio, la difficulté, c'est aujourd'hui avec la loi sur l'agriculture et l'alimentation qui nous dit qu'on va passer à 50% du local et du bio. Moi, avec 12%, je suis arrivée difficilement. Je suis prenante à 200% du bio et on n'a pas l'offre. Il n'y a pas l'offre autour de vous, autour d'Alfortville, en Ile-de-France ? Voilà, il n'y a pas assez d'offres. J'ai passé des marchés avec des entreprises là où on nous promet la quantité et au jour J, on a toujours des problèmes. Donc il y a vraiment une réalité amère sur le terrain. Je suis aussi avec la casquette du commerce équitable, pareil. J'ai des difficultés à mettre du commerce équitable en quantité. Donc quand on parle de la démocratisation du bio et l'histoire du prix, moi, je pense qu'il n'y a que dans la restauration collective que tout le monde est preneur de la démocratie à manger bio. Mais dans la réalité, c'est très, très difficile de passer au bio. Voilà. Olivier Descuter. Oui, merci de ce témoignage qui rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le défi numéro 1, c'est que l'offre ne parvient pas aujourd'hui à répondre à la demande tant celle-ci est forte. C'est une bonne nouvelle que cette demande soit forte. J'ajoute que l'école est vraiment un levier absolument prioritaire aujourd'hui
pour deux raisons. D'abord parce que c'est à partir de l'école qu'on peut toucher toutes les catégories de la population. Et rares sont les lieux dans la société où l'on peut ainsi travailler à la pédagogie de l'alimentation durable, si vous voulez. Et deuxièmement, parce que ça a des impacts intergénérationnels. Les enfants ramenant chez eux un savoir, y compris un savoir culinaire et diététique qu'ils peuvent apprendre à l'école grâce à une réflexion autour des cantines scolaires. Certes, mais madame s'est heurtée à des murs, c'est ce qu'elle vous dit. À la fois les consommateurs, pardon, les parents, puis sans doute aussi les élus, et puis là, le mur de la faiblesse de la production. Oui, il y a le mur de la faiblesse de la production, il y a le mur psychologique de repas dont le grammage en viande est moindre, ou même qui sont des repas végétariens avec des protéines végétales. Et pour beaucoup de parents, c'est vraiment difficile de comprendre que cela peut être non seulement aussi bon, mais même meilleur de réduire le grammage en viande. Et un exemple qu'on a en Belgique, c'est une organisation une entreprise qui s'appelle TCO Service, qui fournit les écoles de la ville d'Ottigny-Louvain-la-Neuve, à peu près le même nombre de repas que celui que vous avez cité, 14 000. Et la ville a décidé d'accorder ce contrat à cette entreprise en prévoyant une montée progressive en puissance du bio et du local sur un espace de 5 ou 10 ans. Comprenant bien qu'on ne pouvait pas tout de suite aller vers 60% ou 70% en bio. Et donc, c'est une manière pour l'entreprise de savoir que si elle encourage les producteurs à aller en ce sens et si elle accompagne les producteurs à opérer ces transitions, progressivement, ces producteurs seront encouragés à trouver ce débouché, à s'en emparer. Et donc, c'est pour ça aussi qu'une stratégie de gouvernance pluriannuelle à l'échelle du territoire est vraiment importante, quoi. C'est pour ça que ces plans ou ces projets alimentaires territoriaux, dont j'ignore le crédit qui est le leur dans le public français aujourd'hui, et notamment dans cette salle, mais me paraissent quand même un dispositif extrêmement intéressant. C'est assez méconnu, hein, les PAT. Oui, monsieur, vous aviez levé la main très vite. Oui. Gilles Fumet, géographe, enseignant-chercheur. C'était une question qui rejoint ce que vous avez dit à propos des SAFER en France, et qui est la fabrique, au fond, d'une agriculture paysanne qui me semble menacée par le fait que les SAFER, en fait, ne jouent pas leur rôle et ne donnent pas la possibilité à des jeunes qui s'installent de pouvoir préempter la terre au profit d'autres personnes dans le village ou dans les environs qui souhaitent s'agrandir. Donc ma question pour vous, c'est de savoir si à l'échelon européen, il y a un système pour faire en sorte que on arrête cette course à la surface parce que c'est elle qui handicape aussi cette agriculture paysanne dont vous pensez qu'elle a les meilleurs atouts pour développer la bio. Oui, absolument. Donc, merci à Gilles Fumet pour sa question tout à fait pertinente. Il y a dans la stratégie ou la politique alimentaire commune que l'on propose et qui a été développée, comme vous le savez, depuis 2 ans et demi avec un très grand nombre de conférences publiques, de réunions réunissant différentes parties prenantes, etc., sont issues de ces discussions une série de propositions, parmi lesquelles un observatoire du foncier à l'échelle de l'Union européenne pour que les pouvoirs publics réagissent si la spéculation foncière et la concentration agraire qui en est à la fois la cause et la conséquence, progresse trop vite, faisant obstacle à l'accès à la terre pour les agriculteurs qui veulent se lancer. Et évidemment, il faudrait commencer par réformer le système des subsides qui favorise l'accaparement de terres et la capitalisation foncière, mais il faudrait aussi favoriser l'accès au crédit foncier et prendre conscience de ce que les paysages aujourd'hui sont menacés par la disparition des exploitations agricoles de plus petite taille, qu'on appelle commodément exploitation familiale. Donc il y a un chantier énorme là, que pour l'instant l'Union européenne n'a pas osé ouvrir. Avec la directive sol, ce projet enterré, c'était ça ? Alors, effectivement, Frédéric, vous êtes très bien informé. C'est vrai qu'en 2006, la Commission européenne a proposé une directive sur les sols, notamment pour obliger les États à faire un monitoring du foncier, notamment sur la santé des sols. Et cette directive a été enterrée, en gros parce que les pays membres ne voulaient pas
qu'on s'immisce dans ce qu'ils considéraient être de leur domaine réservé, si vous voulez. Mais c'est un vrai problème. Et pour protester, la DG Environnement de la Commission européenne a retiré cette directive au bout de 10 ans de plaidoyer infructueux pour que les États membres veuillent bien regarder ce projet. Donc, dans le cadre de cette proposition pour une politique alimentaire commune de l'Union européenne, nous relançons cette proposition et la proposition d'un observatoire du foncier pour réagir contre la spéculation foncière. C'est une clé tout à fait majeure de transformation. Monsieur Fumé, ça peut vous aider. Il y a le seul observatoire précis des sols en France, il se trouve en Normandie. C'est l'observatoire Vigisol qui a été monté par la SAFER, un pédologue, et qui est soutenu aujourd'hui par la région Normandie et qui est précis au mètre près. C'est la seule région où on est capable de voir tout ce qui se fait depuis 10 ans en matière de sol avec des tendances assez étonnantes. Madame, ce sera la dernière intervention. Bonjour, Élodie Bonnemaison, je suis la gérante d'une légumerie et vous bio. serez sur la table ronde tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc je ne veux pas monopoliser la parole. Je suis juste extrêmement interpellée par en fait l'écart et j'irais presque jusqu'à dire l'opposé qu'il y a entre l'ensemble des présentations qui sont faites aujourd'hui et la réalité de ce que nous on peut vivre sur le terrain. Je la fais très courte. Vous dites que l'offre en fruits et légumes, en bio local est finalement très inférieure à la demande. Vous dites que la restauration collective est un véritable levier pour finalement soutenir la mise en œuvre du développement de l'agriculture bio sur les territoires en circuit court. Et je vous rejoins à tel point qu'on a pris des risques, nous, économiques, en tant qu'entrepreneurs sociaux, pour démarrer des structures de type coopératif. Lauréat du PNA, Programme national de l'alimentation, au titre du PAT, Projet alimentaire territorial. On est dans les clous de tout ce que vous venez d'annoncer. On a tout mis en œuvre. Je sens qu'il y a un mais. Mais 1 an et demi de travail. On a contractualisé avec les producteurs locaux sur 3 ans, avec des prix fixes. Qu'on a identifié avec eux par rapport à leur coût de production et non pas au coût du marché. On a mis en œuvre ces contrats pour répondre aux attentes que nous annonçait la restauration collective. Et ils ont mis en production, ça peut se faire très vite, hein, sur les légumes en tout cas, les fruits évidemment c'est plus compliqué. Donc en 6 mois, on avait de quoi répondre aux attentes que nous avait annoncé la restauration collective et à la logistique, et on faisait de la 4e gamme puisqu'on la vendait plus sur des coupes en sous vide. Donc tout était possible et la restauration collective n'a pas acheté. Et on s'est retrouvé avec nos légumes sur les baskets. Et vous savez d'où vient le salut, et c'est là que ça devient follement ironique. Oui, écoutez bien, c'est assez amusant. Le salut vient de Carrefour. Parce que soit on mourrait de notre belle mort en attendant que la restauration collective se mette en ordre de marche et arrive finalement à répondre au seul problème que j'identifie moi aujourd'hui, qui est celui du prix. On n'achètera pas du bio local au prix du conventionnel des pays de l'Est, point barre. C'est un prix, c'est tout, si on veut que les agriculteurs vivent de leur travail. Et aujourd'hui, donc soit on mourait, soit on trouvait une alternative. Donc c'est de la fraîche découpe pour Carrefour. Et Carrefour ne nous a pas du tout tiré dessus pour obtenir des prix plus bas. En tout cas pour l'instant, on verra ce qu'il dira à l'avenir. Mais en tout cas, voilà. Je trouve que c'est quand même extrêmement ironique. Vous avez déjà tout dit de votre table ronde de cet après-midi. Pardon. Hein. Pardon, mais c'était tellement dans le sujet. Je ne dirai plus rien tout à l'heure. Olivier, en moins de 5 minutes. Non, mais donc c'est d'abord une magnifique synthèse des paradoxes de cette matière. Il y a de l'espoir dans ce que vous dites, c'est la possibilité de rapidement augmenter l'offre pourvu qu'on organise à certains maillons de la chaîne des structures logistiques qui permettent de réaliser certaines économies d'échelle et de travailler en réseau. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, vous ne faites que renforcer un message qu'on a entendu sur la difficulté parfois pour les acteurs de la restauration collective de franchir cet obstacle psychologique qui consiste à changer les habitudes. Beaucoup n'ont pas... Alors, vous êtes responsable d'une légumerie, si je comprends bien, mais un des obstacles majeurs dans beaucoup d'écoles, c'est par exemple qu'ils n'ont pas de lieu où couper et traiter les légumes et où cuisiner. Et donc, c'est pour ça que j'ai cité à Marchin cette ASBL Devenir, qui fait la cuisine pour 9 écoles de la région, à peu près 10 000 repas par jour. Et donc, il y a des obstacles de ce genre-là. Et c'est vrai que vous n'avez pas dit directement pourquoi la restauration collective ne respectait pas sa part du deal ou ne répondait pas aux attentes. Je crois comprendre que c'est une question de prix, d'abordabilité pour les parents. Mais quand on voit l'extraordinaire service que rend l'alimentation de qualité à l'enseignement, notamment en termes d'apprentissage,
J'ai des chiffres là qui concernent des études qui ont été faites en Angleterre, qui montrent comment les enfants qui mangent bien à midi apprennent beaucoup mieux et comment l'absentéisme se réduit, notamment parce que leur santé est meilleure. Les gains sont très considérables. Et si on faisait des études en France semblables à celles que j'ai pour l'Angleterre, montrant le bénéfice qu'il y a à ce que les cantines scolaires fassent ces transitions vers le bio, très certainement, on verrait là pourquoi des subsides investis dans ces filières-là sont la meilleure utilisation qu'on puisse faire de l'argent public. Une petite dernière. Monsieur. Alors, monsieur, relevez la main, voilà, je vous ai vu, je vous ai ciblé. Voilà, levez-vous. Bonjour. Bonjour, Maxime Cordier de la ville de Fontenay-sous-Bois. Je voudrais rebondir sur l'intervention qui vient d'être faite. Vous l'avez mentionné et vous avez eu raison, je me fais le porte-parole de mes collègues de la restauration collective qui sont justement des acheteurs qui achètent dans le cadre des marchés publics. Vous l'avez abordé sous forme de règles, je dirais plutôt les contraintes des marchés publics. Je voudrais avoir votre avis sur une proposition qui avait été faite par l'association Agores au moment des échanges dans la loi alimentation. Aujourd'hui, pour un acheteur public, on achète un hélicoptère avec les mêmes règles qu'un kilo de pommes de terre. Les mêmes règles. Si on fait à Fontenay 250 mètres de voirie, ce sont les mêmes règles des marchés publics que si on achetait de la volaille. Nous avions fait cette proposition concernant l'exception alimentaire de ces achats-là. Pour extraire un certain volume, un certain montant, il reste à se mettre d'accord, mais extraire ces achats alimentaires avec la notion de reterritorialisation et de réappropriation pour les acheteurs collectifs publics, pour nous libérer un peu les contraintes concernant cette non-introduction, par exemple, au titre de l'égalité de traitement, la non-introduction du critère géographique. Aujourd'hui, un acheteur public ne peut pas mettre un critère géographique dans son marché public. Il n'en a pas le droit. Ça lui demande aujourd'hui énormément de travail. Vous l'aviez mentionné, les guides existent, les moyens existent, les échanges de bonnes pratiques existent, mais il demande pour nos collègues beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, parfois de prendre un petit peu de risques juridiques. Donc aujourd'hui, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que Bruxelles, de façon générale, que vous connaissez bien mieux que moi, pourrait avoir une écoute sur cette proposition d'intégration d'exceptions alimentaires dans les règles et les contraintes d'achat dans le cadre des marchés publics. C'est important parce que ça rebondit ce que disait la collègue. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos collègues de la restauration collective ne peuvent pas acheter? Parce que parfois, ils n'ont pas eu les moyens dans leur cahier des charges de trouver les clés, de trouver les solutions, les éléments de langage pour pouvoir prioriser une légumerie qui fait du bio local. Et ils se retrouvent avec un produit qui vient d'ailleurs et de beaucoup plus loin. Voilà ma question. Très bien. Alors, deux éléments de réponse très brièvement. Je suis conscient du temps qui passe. D'abord, dans la directive de 2014, la directive 2014-24 qui définit à l'échelle européenne les règles, et vous avez raison, c'est absurde d'avoir les mêmes règles pour les hélicoptères que pour les produits alimentaires. Il y a néanmoins un progrès qui est fait sur deux points. D'abord, il est explicitement dit que les appels d'offres peuvent être répartis ou divisés en plus petits lots pour favoriser l'accès à ces appels d'offres des petits producteurs, des petites et moyennes entreprises notamment, mais aussi des petits producteurs. Et c'est très important, s'agissant notamment des appels d'offres qui exigent des trop grands volumes par rapport à ce qu'un producteur maraîcher moyen, par exemple, peut fournir. Et deuxièmement, plus important, cette directive prévoit, vous le savez comme moi, que des clauses sociales et environnementales peuvent être intégrées et l'offre économiquement la plus avantageuse peut tenir compte, je cite l'article 67, paragraphe 2 de la directive, peut tenir compte du meilleur rapport qualité-prix qui est évalué sur la base des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et ou sociaux liés à l'objet du marché concerné. Et une lecture un peu inventive, mais vous avez raison, avec certains risques juridiques, permet par exemple d'introduire des critères de fraîcheur dans les appels d'offres, ce qui, même si ce n'est pas explicite, favorise en fait la production locale dans un rayon qui permet que des produits frais soient fournis pour une consommation au pire le lendemain et si possible même le jour même. Et donc c'est malgré tout très restrictif. Et je crois que ce qui est un autre obstacle, indépendamment de ces contraintes que la directive impose,
c'est que beaucoup de petits producteurs n'ont pas les ressources, j'allais dire, administratives, bureaucratiques, permettant de répondre aux appels d'offres. Et un service que les collectivités locales peuvent rendre, c'est de préparer le travail de ces petits producteurs, de ces fournisseurs locaux, pour qu'au moins les obstacles administratifs soient surmontés. Cela suppose une démarche proactive vers ces producteurs qui ont quand même d'autres choses à faire de leur journée que de remplir des formulaires complexes pour vendre 3 tonnes de produits à des écoles locales. Et donc, je pense qu'il y a toute une série de difficultés, mais une fois de plus, je crois que la France, notamment avec cette brochure que j'ai mentionnée de novembre 2014, est plutôt en avance sur d'autres États membres en favorisant le contournement des obstacles que ces règles relatives au marché public imposent encore. Merci de nous redonner un peu le moral. La France peut faire des choses bien, malgré son industrie florissante du formulaire et de l'acronyme. Merci Olivier de Scutter. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.